Foi et turbulence. Un regard contemporain sur les multiples dimensions de la foi. Coordonnateur, Louis Lesage. Aujourd'hui, foi et culture. Bonjour, ici Anne-Marie Lavoie pour la portion Foi et culture de notre émission. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va continuer notre exploration qu'on a commencée il y a déjà quelque temps. On a déjà abordé, on l'a vu ensemble, les valeurs. On a abordé aussi la communication. Aujourd'hui, on va pousser un petit peu plus loin encore notre recherche sur la communication et sur qu'est-ce qui arrive quand la communication ne fonctionne plus, quand il y a des coupures de communication. Au cours de notre dernière rencontre, Gabriel Ringlet nous disait que pour lui, l'idéal de la communication, c'est quand on permettait à l'autre de chanter sa propre chanson. Mais pour y arriver, il fallait d'abord trouver notre propre chanson. Alors, tout ça, ça a l'air bien beau, mais comment on peut y arriver en pratique? Et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous examinons cette question-là avec une spécialiste de la communication non violente ou encore de la communication consciente et une spécialiste de la médiation. Donc, je vous présente Valérie Langto-Bédard, qui dirige une organisation qui s'appelle Spiralis, qui intervient dans des conflits à différents niveaux, qui accompagne des familles, des intervenants en milieu de travail, qui agit en communication non violente, qui agit comme médiatrice et qui donne aussi des formations en dialogue authentique. Alors, bienvenue Valérie. Bonjour Anne-Marie. Merci d'être là. Je pense qu'on va avoir un bon temps ensemble pour essayer de voir un petit peu quelle main on peut donner à cette communication-là et faire en sorte que des fois, on a l'impression que c'est quelque chose de très abstrait quand on parle de communication authentique et là, on va essayer de voir comment ça se passe concrètement. Avec plaisir. Moi, j'ai eu la chance de connaître Valérie dans mon milieu de travail d'abord, mais aussi ensuite à l'école, dans un programme de l'Université de Sherbrooke en prévention et règlement des différends. Donc, Valérie, pour moi, c'était vraiment la meilleure personne pour nous guider dans cette exploration-là en communication qui permet une communication qui veut et qui permet à chacun de chanter sa propre chanson. Absolument. Donc, avant d'aller en communication, avant d'explorer la communication non violente, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de vous, de voir qu'est-ce qui vous a amené là, qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a amené à découvrir ça, la communication non violente. Intéressante question, Anne-Marie. Je vous dirais que mon parcours, il a débuté au début de ma vie, je crois. Moi, j'ai eu 2 parents qui avaient des styles de communication et même des approches philosophiques de la communication assez différents. En tout cas, c'est le regard que moi, je porte là-dessus aujourd'hui. Il y a un de mes 2 parents qui était plutôt de l'école des convenances sociales et de pas trop faire de vagues, puis il y a des façons de faire les choses, et puis si on suit le flow comme ça, on trouve bien sa place et les choses vont bien. Alors, c'était une des écoles de pensée qui était présente dans mon environnement quand j'étais jeune. L'autre de mes 2 parents était d'une toute autre école. L'autre de mes 2 parents était plutôt de l'école « fonce dans le tas, fais ta place, dis-le comme c'est, puis les autres s'arrangeront avec leurs troubles ». Alors, j'ai essayé tout ça, moi. Donc, vous avez navigué dans un continuum très large. Oui. Évidemment, avec le regard que j'ai aujourd'hui, je le vois un peu comme un continuum extrémiste. Et l'était-il vraiment? Je sais pas, c'est sans importance, mais c'est ce que j'en ai retenu, effectivement. Ces 2 modèles mutuellement exclusifs, presque. D'ailleurs, mes parents sont pas restés ensemble toute leur vie. Mais c'est là vraiment, pour moi, que ça a commencé. J'ai compris un modèle, j'ai compris l'autre, j'ai essayé l'un, j'ai essayé l'autre, sans y trouver de très grande satisfaction, sans y trouver une résonance profonde qui me ressemblait. Voilà. Alors, ce serait là, si on peut dire même l'amorce de ce cheminement-là, c'est
comment je veux être moi, comment je suis, qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui est satisfaisant pour moi dans comment être avec les autres. D'accord. Donc, donc, cette recherche-là, vous venez de nous dire que vous la portez depuis très longtemps, mais ça s'est concrétisé dans des outils à quelle période? Ça fait longtemps que vous travaillez avec ces outils-là de communication non violente? Alors, en fait, la communication non violente comme telle, comme approche, depuis 2003, je vous dirais. Par contre, bien avant ça, j'ai commencé à trouver des trucs concrets parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, ça semblait plutôt abstrait. On parle de communication, puis on a des principes, on a un idéal, on a quelque chose vers lequel on veut tendre, mais on ne sait même pas comment même le nommer, encore moins l'actualiser. Ça a commencé à s'actualiser pour moi quand j'ai eu 25 ans. J'ai été apprentie chez une femme, en fait, tout un contexte que je vous décrirai pas, c'est beaucoup trop long, mais tous les jours, dans ce contexte-là, on faisait une ronde de bâtons de parole, une ronde où chaque personne avait un espace pour s'exprimer, un espace pour être vu et être entendu, alors que tous les autres étaient à l'écoute. Ça complètement révolutionné ma vie, ma façon d'être, ma façon de prendre conscience de qu'est-ce que je mettais dans mes communications, comment j'écoutais. En fait, surtout, je me suis rendu compte que j'écoutais pas. Mais un jour, j'ai fini par écouter et ça a été vraiment pour moi un moment déterminant dans ma vie. L'image que j'en garde de ça, je me souviens du moment où le bâton est arrivé dans ma main. Et je n'avais rien à dire. J'avais écouté les gens pour la première fois. J'ai vraiment l'impression que les nuages se sont écartés, puis un petit rayon de soleil qui m'est tombé dessus. Ça m'a transformée. Et donc, à partir de là, il y a eu une recherche beaucoup plus consciente avec des outils plus pragmatiques jusqu'à, donc, en 2003, une dizaine d'années plus tard. En 2003, j'ai découvert la communication non violente qui était pour moi la prochaine étape évidente dans ce cheminement-là, dans cette recherche-là. Avant de rentrer vraiment dans la communication non violente, j'aimerais ça savoir... vous connaître un petit peu plus pour voir, il y a un cheminement derrière ça, il y a des aspirations derrière ça. Et comme question, j'aimerais ça vous demander, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin, je dirais? Mon Dieu, plusieurs choses. Je pense que ce qui m'anime le plus, à un niveau fondamental, c'est pour moi une recherche de la vérité, une recherche du vrai, une recherche du vivant. Alors, vraiment, une recherche du vivant, comment la vie s'anime en nous, à travers nous, entre nous. Et qu'est-ce qu'on crée à travers ce partage et quel est l'impact qu'on a sur les autres. Il y a une recherche pour moi dans cette vérité, dans cette... c'est ça, le cru de la vie, je dirais, et comment l'actualiser, comment le concrétiser. Ça, c'est ce qui m'anime beaucoup. J'ai la chance, moi, de... complètement triper sur ce que je fais dans la vie. Alors, j'ai la chance donc de contribuer à actualiser mon aspiration fondamentale dans la vie. Alors évidemment, moi, ça me fait lever le matin de façon assez joyeuse, pas mal tout le temps. Bon, presque tout le temps. J'ai un idéal un peu là que ce serait tout le temps, mais c'est pas tout le temps. Mais quand même, avec beaucoup, beaucoup de vigueur, j'aime ce que je fais et je contribue à ça. Je contribue à créer des espaces où les gens peuvent découvrir les choses autrement, des choses qui sont les mêmes qu'hier, mais c'est drôle, on jette un regard nouveau, on jette un regard différent, on approfondit, on raffine. On se découvre, on découvre l'autre, on découvre notre humanité. Et ça me fait me lever le matin tous les jours parce que je peux y contribuer. Des fois de grande façon, des fois de toute petite façon, des fois juste pour moi-même. Et c'est toujours excitant. Et qu'est-ce qui vous indigne? Il y a des choses qui nous font lever le matin, il y a des choses qui nous laisseraient au lit. Qu'est-ce qui vous indigne? Je peux pas vous dire que mon indignation me fait rester au lit. En fait, elle me fait me lever encore plus vite. C'est bon, c'est encore mieux. Qu'est-ce qui m'indigne? Il y a deux choses qui me viennent en tête, mais la première, vraiment, qui m'indigne, je dirais même qui me fait dresser le poil, là, pour utiliser vraiment une expression populaire, mais à quel point révélatrice. À chaque fois que je vois des enfants se faire ridiculiser, se faire rabaisser, se faire punir pour des choses pour lesquelles ils ne comprennent pas, ça m'horripile. Ça me fait dresser le poil. Je vais vous l'avouer, là, c'est pas pour rien que je fais de la communication non violente, il y a une certaine violence qui monte en moi. Vraiment, c'est une indignation. Le mot est bien choisi. Je vous remercie du mot. C'est vraiment une indignation qui monte en moi.
Pour moi, ça va tout à fait à l'encontre de, vous l'avez proposé en ouverture, permettre à l'autre de chanter sa propre chanson. Moi, ce que je vois dans ça, c'est une inhibition immédiate, prématurée, de même découvrir sa propre chanson. On est loin de permettre de la chanter. On est même à l'inhiber, qu'elle émerge même à la conscience. Et ça m'indigne au plus profond. Ça me fait énormément de peine et ça m'enrage. On va essayer de dépasser ça aujourd'hui. Super. Je trouve ça intéressant de voir d'un côté ce qui vous indigne, ce qui vous anime, mais quand on est vivant, on continue de découvrir. Est-ce que vous avez fait des découvertes récemment? Oui, c'est drôle parce que ça boucle plusieurs des choses déjà dont on a parlé. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est la découverte constante. Alors, une des plus récentes, c'est drôle parce que c'est même pas une découverte qui est nouvelle pour moi, mais il y a un niveau de compréhension de ce que ça signifie qui est encore plus vaste pour moi de façon toute récente, dans les quelques dernières semaines. C'est à quel point, justement, les messages que j'ai captés quand j'étais jeune, je pense le même genre de messages qui m'indignent aujourd'hui quand je les vois à l'extérieur de moi, ces messages-là, ma découverte, c'est à quel point je les ai complètement intégrés et je me les resserre sans cesse. Et je savais, je pense, sur une base semi-conceptuelle, mais je viens de prendre la pleine mesure d'à quel point moi-même je rejoue ces disques, mes parents, mes profs, les gens qui m'ont empêché quelque part de prendre même conscience de ma propre chanson, sont plus là. Ils n'ont pas besoin d'être là. Je les ai incorporés, j'ai capté le message et je me le rejoue sans cesse. Et je suis sidérée de constater l'ampleur de cette réalité-là. Ouais. Et à partir de là, donc un message qui vous a été transmis, qui reste malgré le temps, un message qui est complètement intégré, qui est un message jusqu'à un certain point très violent, qui allait à l'encontre de ce que vous étiez. Quel regard aujourd'hui vous portez sur la communication de façon générale, là, avant de rentrer plus à fond? Si on se disait quelques mots là. Mon premier regard, c'est que c'est un grand terrain de jeu puis qu'il y a bien de la job à faire. Je trouve ça très excitant. Alors, premier regard. Si je faisais peut-être une analyse très grossière et grossièrement généralisée de ce que je vois, de ce que je constate, et qui m'indique qu'il y a encore du travail à faire, c'est à quel point l'impression que j'ai, c'est que nous avons une tendance à intellectualiser tout, même ce qui n'est pas, selon moi, fondamentalement une réponse intellectuelle. Si je m'explique un peu, j'ai l'impression qu'on a tendance à... nous réagissons constamment à tout ce qui nous est servi, tout ce qui nous est présenté, tout ce qui se passe autour de nous. Nous avons des réactions. Et on n'a pas appris à faire avec ces réactions-là. Moi, c'est ce que j'ai fini par apprendre et que j'apprends aux gens. Comment on fait pour composer avec ça et même dialoguer à partir de là? On n'a pas appris à faire avec. Et donc, ce qu'on a appris à faire, c'est intellectualiser, rationaliser, expliquer le pourquoi du comment, ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. Alors qu'en fait, je suis en détresse, j'ai peur, je suis furieuse, il se passe plein de choses, mais on sait pas comment. Et on s'arrange pour pas savoir comment non plus. Moi, j'entends beaucoup le message, je travaille beaucoup en organisation, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Le message, des fois, il est explicite et souvent, il est implicite. Il n'y a pas de place pour l'émotion ici. Si on veut rabaisser quelqu'un et faire perdre toute forme de crédibilité, on dit que cette personne est émotive et ça vient de se finir là. Il n'y a pas de place pour ça. On ne sait pas comment composer avec l'intégrité de notre humanité dans le quotidien. C'est comme si, dans l'intimité, on peut avoir des sentiments, mais dans la vie de tous les jours, on est rationnel. Ben voyons donc. Alors, on se coupe et je pense que c'est le regard que je jetterais qui est généralisé là, sur les communications. Vous écoutez Foi et Turbulence. Aujourd'hui, foi et culture. On vient d'entendre une chanson, Valérie, sur le temps qu'on a perdu. J'aurais le goût de vous poser la question suivante, c'est-à-dire, est-ce que, d'après vous, on a perdu du temps en communication? Quelle belle question.
Ma première réponse, ce serait oui. On perd beaucoup de temps en communication. Je reviendrai un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois qu'on perd beaucoup de temps à tenter d'expliquer sur une base rationnelle des choses qui ne sont peut-être pas ou pas tout à fait. On perd beaucoup de temps, on perd des relations, en fait. On a un degré d'inefficacité qui est absolument incommensurable. Il y avait une formatrice en développement organisationnel récemment qui nous disait que, selon elle et selon un petit sondage qu'elle a fait avec des collègues, 30 à 50% de ce qui se dit en organisation n'est pas entendu. Et c'est pas parce que le son ne s'est pas rendu de la bouche à l'oreille, mais il n'y a pas eu de compréhension de ce qui voulait être dit. Je pense qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a toutes les interprétations qu'on fait de tout ce que l'on entend et aussi une non-clarté à un niveau fondamental de qu'est-ce qu'on veut dire aussi. Qu'est-ce qu'on cherche à dire et en plus, on s'y prend de façon extrêmement malhabile. On veut pas trop reconnaître notre propre réaction. J'en ai parlé tout à l'heure. On est malhabile, on ne sait pas comment nommer tout ça. Alors, qu'est-ce que je fais à la place? Mais je parle de l'autre personne. Puis, j'essaie de leur démontrer. T'es pas correct. C'est pas comme ça que tu aurais dû faire. C'est pas comme ça. Puis, tu comprends rien. Puis, etc., etc. Alors, on est à côté de la traque. Beaucoup, beaucoup. Alors, oui, je pense qu'il y a énormément de souffrance là-dedans, de perte de temps, de perte d'efficacité, de perte de sens. De tout et beaucoup de souffrance. C'est ce qui me fait le plus de peine, en fait, c'est de voir toute la souffrance qu'il y a à travers tout ça. On va parler de la communication non violente. Moi, au départ, ça me pose question. Est-ce qu'on est si violent quand on dit on va faire une communication non violente? Est-ce que c'est parce qu'habituellement, on est violent? Alors, je vais vous faire deux topos là-dessus rapidement. Le fondateur de cette approche, Marshall Rosenberg, a voulu vraiment s'inspirer de Gandhi, des mouvements de la non-violence, Martin Luther King, etc., des gens qui ont choisi de ne pas répondre à la violence par la violence. Alors, il y a vraiment un choix philosophique et une posture qu'on veut développer très solide à l'intérieur de soi dans le choix de la réponse qu'on va faire, quoi qu'il vienne vers nous. Première moitié de la question qui répond pas vraiment à la question, la première moitié de la réponse. L'autre moitié de la réponse que j'ai développée un peu plus, moi, justement, pour répondre à cette classique question, sommes-nous vraiment violents? C'est une question que j'aime beaucoup. Tout ce qui génère de la défensive chez l'autre personne est un chemin assuré vers une violence éventuelle. Et pas nécessairement physique. Nous sommes devenus extrêmement sophistiqués dans nos violences, n'est-ce pas? On n'est plus à l'âge de Cro-Magnon avec le bâton sur la tête. Il y en a peut-être qui sont encore un peu à ce stade-là. Mais en général, on n'est pas là. On se fait des violences de toutes sortes. On se dénigre. On se fait honte. On se complaît dans la culpabilité. On se fait peur. Tout ça, en fait, nous met sur une défensive où, éventuellement, je vais contre-attaquer. Et ce chemin-là, éventuellement, devient d'une violence, et on parle même de violence psychologique, facilement, on tend vers cela. Okay. On a aussi un langage qui est souvent dans un certain déni de responsabilité, qui, lui, est la porte royale vers la violence. On a fait des violences incroyables sur cette planète au nom de « c'était les ordres ». Par exemple. Et donc, un dénigrement total de l'impact que j'ai sur l'autre, une désensibilisation complète de qu'est-ce qui est en train de se passer entre nous quand je fais ce que je fais ou je dis ce que je dis. Mais si c'est pas conscient, est-ce que ça reste violent? Parce que souvent, on s'exprime comme on est capable de s'exprimer, avec l'émotion qu'on a, avec la défensive qu'on porte, avec tout ça, et on n'a pas l'impression d'être violent, nous. Est-ce que la terminologie communication non violente reste adéquate ou on devrait... Parce qu'il y a aussi des gens qui parlent de communication consciente. Je voudrais vous entendre là-dessus. Absolument. Alors, la question est très intéressante. C'est une question... je pense qu'il mériterait un approfondissement. Est-ce qu'il y a violence s'il n'y a pas intention de violence? Alors, c'est vraiment une question... je ne saurais même pas par où la prendre. Je la trouve tout de même intéressante. Je pense que la réalité, c'est que on vit avec les impacts qu'on a sur les gens, que ça ait été notre intention ou non. Et dans de plus en plus des grands ouvrages de communication, on apprend à faire la distinction entre l'intention et l'impact.
Ce qu'on voit beaucoup, là, je vous amène un peu là, d'autres approches, je pense à Difficult Conversations, entre autres, qui nous expliquent de façon très, très, très détaillée à faire la distinction entre l'intention et l'impact. La seule chose dont je peux avoir conscience, c'est de mon intention et de l'impact que l'autre a sur moi. Je ne peux pas être au courant, à moins de lui avoir demandé et que l'autre me l'ait dit, de son intention ou de l'impact que j'ai eu sur lui ou sur elle. Et c'est là l'ouverture au dialogue conscient, au dialogue authentique. C'est d'être capable de nommer avec authenticité là où je suis et de rester sensible à l'autre pour que l'autre puisse s'amener dans son authenticité sur comment l'autre vit ce qui se passe ici en ce moment entre nous. Alors c'est ça l'invitation, c'est d'amener tout ça à la conscience de plus en plus, à se donner des outils pour l'articuler, pour actualiser un idéal aussi qu'on a, de se rapprocher d'une forme de compassion, de bienveillance, de sensibilité, dans le concret, dans le pragmatique aussi. Mm-hmm. Donc, ce que je reçois, puis je suis un petit peu à l'extérieur, mais ça me touche beaucoup en termes de transmission. Parce que souvent, on intervient ou avec des collègues ou avec des enfants, nos enfants, on veut transmettre des choses. Ce que vous venez nous rappeler, c'est que on peut savoir l'intention avec laquelle on le fait, mais on ne sait pas comme l'impact qu'on a sur les gens. Et c'est aussi un peu déstabilisant parce qu'on est plein de bonne volonté et puis on ne sait pas exactement l'impact que ça donne. On le voit beaucoup en termes de chrétienté aujourd'hui, par exemple. C'est une des discussions qu'on a souvent et les gens restent très, pas malhabiles, mais très insécures face au fait de ne pas être capable de transmettre. Et ça, c'est assez intéressant, puis en termes de communication, de le placer. Là. Absolument. C'est une des approches que Dr. Rosenberg a beaucoup développées aussi. Donc, l'utilisation de la communication non violente dans l'enseignement, dans l'éducation des enfants, etc. Effectivement, pour que les enfants puissent apprendre à développer leurs propres valeurs de l'intérieur. Et à travers la sensibilité de l'impact qu'ils ont sur les autres. Et non pas à travers l'évitement des punitions ou la recherche de récompenses ou de louanges, qui est dramatiquement différent. Et tout se fait dans l'intention, en fait. Tout est dans comment est-ce que je suis en train d'essayer d'apprendre quelque chose à cette personne. Et évidemment, on a le modèle évident parent-enfant ou enseignant-enfant, mais ceci est vrai dans toute forme d'apprentissage, de transmission. En organisation, on veut que les gens vivent les valeurs. Puis qu'est-ce qu'on fait? On leur tape ses doigts quand ils font pas comme avec les valeurs. Au lieu de leur donner un espace d'appropriation, un espace d'exploration. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça? Est-ce que je suis en harmonie avec ça? Est-ce qu'il y a une façon de faire du sens de ça? On a tous les belles missions, visions, valeurs, etc. On fait des beaux exercices collectifs. On met ça sur une tablette, puis on n'en parle plus jamais, comme si ça deviendrait vivant tout seul. Or, c'est pas ça qui prend toute la place. Alors, c'est très, très, très intéressant. Justement, sur la transmission des valeurs, c'est un des points fondamentaux. En termes je dirais, de prémisse de base, quelle est la prémisse générale? Parce que il faut y croire, il y a quelque chose derrière cette méthodologie-là. Alors, il y a quelques prémisses de base derrière cette approche, effectivement. Et il y en a qui choquent, il y en a qui aiment. Au lieu de faire l'exploration, il y en a qui préfèrent se lever contre ces prémices de base et pas d'accord en partant. Bon, soit. Vous ferez ce que vous voudrez avec. Moi, j'ai décidé de les adopter pour les explorer. D'accord. Et aujourd'hui, je les adopte par conviction profonde. Les prémices de base sont les suivantes. Les humains sont des êtres fondamentalement bienveillants. C'est ce dont nous sommes faits. C'est comme ça. Des fois, je dis en formation, notre filage à l'intérieur, il est fait comme ça. Il est fait pour ça. Il est fait pour être bienveillant. Nous sommes sensibles à l'impact que nous avons les uns sur les autres. Ça fait partie de qui nous sommes comme êtres humains. L'autre chose, c'est aussi que comme être humain, et j'ai fait cet exercice-là des centaines de fois en formation, nous aspirons aux mêmes choses. La façon dont on veut actualiser ces aspirations-là varie à l'infini, parce que nous sommes des êtres uniques. Et fondamentalement, nous sommes des êtres humains. Et nos aspirations sont les mêmes.
Tout le monde veut vivre dans le respect. Ouais. Tout le monde veut vivre de la confiance. Tout le monde veut être en sécurité. Tout le monde veut se réaliser. Fondamentalement, au niveau des qualités, des aspirations que nous avons en tant qu'être humain, on se rejoint complètement. Mm-hmm. Après ça, il y a 1000 façons de créer ça. Mais ce sont donc des prémices de base. Nous sommes des êtres bienveillants et nous aspirons aux mêmes choses. En quoi cet outil-là devient utile? Je comprends, là, c'est... Mais dans le concret, il y a une thématique, il y a une pratique de la communication non violente. Comment on le vit concrètement pour que ça devienne quelque chose d'intégré, je dirais? OK. Alors, effectivement, la communication non violente est basée sur des prémices, donc, d'ordre philosophique, même spirituel, si on veut. Et il y a une forme extrêmement pragmatique. Comment on fait pour actualiser cet idéal? OK? Combien de fois on entend des gens qui sont très, très, très nourris dans leur foi, dans leur cheminement spirituel, et quand leur belle-mère les fait suer à Noël dans la cuisine, c'est drôle, tout ça, ça part. On n'a plus accès à rien. Tout ce qui me reste, c'est mes vieilles réactions habituelles. Alors, la communication non violente nous propose d'abord et avant tout de jeter un regard différent, de conscientiser nos modes de pensée et donc nos modes d'expression pour pouvoir les transformer. Et pour ce faire, on va aider les gens, on va se former soi-même à prendre de nouvelles habitudes de pensée et à focaliser notre attention ailleurs que d'habitude. J'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, on a tendance à intellectualiser, à dire ce qui est correct, pas correct, à donner nos opinions sur tout, puis on se trouve bien authentique. C'est une forme d'authenticité qui est extrêmement superficielle, en fait. On va apprendre plutôt à aller voir qu'est-ce qui s'anime à l'intérieur de moi en ce moment. Comment est-ce que je réagis à ce qui se passe? Quels sont mes sentiments, donc, et quels sont les besoins sous-jacents? On parle de besoins, on parle d'aspiration, on parle de valeurs. Qu'est-ce qui vient rencontrer, qu'est-ce qui en moi vient rencontrer la situation actuelle, ici, maintenant? Et on va apprendre donc à focaliser notre attention là. Qu'est-ce qui s'anime en moi? Qu'est-ce qui s'anime en l'autre personne? Quels que soient les mots que l'autre personne utilise, il y a quelque chose de très important pour elle. Sinon, il n'y aurait pas d'énergie, il n'y aurait pas d'animation, il n'y aurait rien. Alors, on va écouter autre chose. Selon moi, sa vraie chanson, elle est là. Vous écoutez Foi et Turbulence. Aujourd'hui, foi et culture. Ici Anne-Marie Lavoie, je suis en compagnie de Valérie Langto-Bédard et on vient de voir que quand on est dans une discussion difficile, quand on est dans un conflit, l'idée de la communication non violente, c'est de changer son focus. Au lieu de rester sur le jugement qu'on a ou l'opinion qu'on a de la personne en face de nous, il faut plutôt se diriger vers ses propres sentiments, ses propres émotions. Est-ce que je traduis bien? Alors, effectivement, c'est de réapprendre à focaliser son attention sur ce qui s'anime en nous et en l'autre personne. Alors oui, mes propres sentiments, mes propres besoins, qu'est-ce qui est là? Pour prendre conscience de tout ce qui se passe très, 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 très rapidement et faire des choix conscients aussi. Au lieu de juste sortir mes habitudes, donc tout ce que je fais tout le temps qui donne les résultats que l'on connaît, où est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux porter mon attention pour faire autrement? Mais comment justement on peut, parce que c'est pas une recette, je comprends, mais il reste que quand on est dans un conflit ou quand on est dans une situation difficile, tout ça se passe rapidement, on est tendu, et là, comment on fait pour essayer de dénouer rapidement des situations ou des enjeux dans lesquels on ne sent pas qu'on a complètement de la prise? Tout à fait. Rapidement, je veux quand même vous dire que
pour vivre cet idéal, il y a beaucoup de désapprentissage à faire et de conscientisation de soi-même à faire, de nos habitudes de pensée, de nos habitudes de réaction. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. C'est d'ailleurs, beaucoup de gens lisent un livre là-dessus, que ce soit le livre de Thomas Dansbourg, C'est d'être gentil, soyez vrai, qui était populaire ici au Québec, ou le livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres ou des murs. Les gens lisent le livre et disent, mais je suis pas capable de l'actualiser, je suis pas capable de faire ça tous les jours, ma fille, mon patron, etc. Bon, oui, effectivement. Il y a quand même des zones d'apprentissage qui se font étape par étape, petit à petit, mais d'abord et avant tout, se rappeler que ce que l'on désire, c'est le rapprochement. Ensuite, ce que Dr. Rosenberg nous propose, c'est là où porter notre attention et développer des habiletés particulières qui ont des meilleures chances de faire avancer notre dialogue au lieu de le faire coincer. Comme ce qu'on connaît souvent. Alors, on a parlé du sentiment, du besoin. Donc, qu'est-ce qui s'anime dans notre intimité, nous, qui nous sommes, l'autre, qu'est-ce qui est là? Mais on n'a pas encore un dialogue avec ça. Il y a 2 autres habiletés que nous propose de développer l'approche. C'est l'habileté de faire des observations claires sans interprétation. Là, on dirait que je viens de dire des petits mots, là, puis qu'il n'y a rien là. C'est très difficile, surtout quand on est réactivé. Surtout quand on est déclenché par une situation. Ça prend toute une conscience de soi et toute, comment dire d'autre que ça. Donc vraiment, on parle de la pleine conscience, on parle du mindfulness. De dire, OK, là, j'ai toutes ces interprétations-là, ce sont des interprétations. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Mm-hmm. Elle s'est levée et elle est sortie. C'est pas t'es fâchée. Non. C'est pas, elle est frustrée, elle est encore de mauvaise humeur. On n'est pas là. Ce qui s'est vraiment passé, elle s'est levée et elle est partie. OK. On peut nommer, on veut vouloir nommer des choses. C'est là où je vais vous le dire. Oui, ça me fait quelque chose quand tu te lèves et tu quittes. Uh-huh. OK? Donc, d'être capable de nommer ce qui est, ce qui se passe, ce qui a été dit, alors, de le nommer concrètement en dehors des interprétations, pour avoir un dialogue concret sur quelque chose de réel entre nous. Mm-hmm. Alors, ensuite, on va nommer l'impact ou on va écouter l'impact chez l'autre personne. Comment la personne le vit, comment moi je le vis, qu'est-ce que ça me fait. Et ensuite, pour pouvoir amorcer un dialogue où il y a vraiment un échange, inviter l'autre personne, on va faire une demande. On va prendre la responsabilité pour ce qu'on aimerait. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? Est-ce que je veux savoir quelque chose? Est-ce que j'aimerais qu'il se passe quelque chose de différent? Je veux faire une demande concrète, réalisable. Ça aussi, ça semble facile. Ça peut être tout un art en soi. J'en suis certaine. Alors, chacune des étapes que nous propose la communication non violente est une façon de porter notre attention et chacune des étapes a une sagesse inouïe. Une source d'approfondissement avec laquelle on peut travailler beaucoup. Et chacune d'entre elles, en soi, pose un défi différent pour chaque personne. Il y en a qui ont des facilités dans certaines étapes et moins dans d'autres. Et c'est complètement unique. Mais qui apporte vraiment une façon donc de dialoguer où chaque fois, je peux juste me ramener à ici maintenant, voir toutes mes pensées qui déferlent très rapidement et choisir autre chose que mes habitudes de pensée et de réactivité. Alors, c'est là la beauté de ça, parce qu'on a un idéal, mais il nous aide à le concrétiser ici, maintenant, dans un échange entre 2 personnes. Est-ce que, parce que je le sais, je vais être capable de le faire tout le temps? Non. C'était ça ma préoccupation. Comment développer cette habitude-là pour essayer de le faire, peut-être pas tout le temps, mais le plus souvent possible? Mon expérience à moi, c'est que les personnes ont développé une infinie variété de façons de garder l'intention et le focus spécifique vivant pour eux. Il y a des gens qui vont, par exemple, il y a beaucoup de formations, donc des formations, des petites formations, des grandes formations, pour garder ça vivant, approfondir, explorer en soi tous les obstacles qui nous habitent, à vivre ça. Toutes les situations plus difficiles, etc. On va faire il y a des grandes formations. Il y a des gens qui vont lire constamment. Ils vont relire le même livre, ils vont lire un autre livre. Il y a beaucoup de livres sur la matière. Et juste de le garder vivant. Il y a des gens qui vont écrire un journal. Il y a des gens qui ont des copains d'empathie, par exemple, qui vont, par exemple, avec des gens qui connaissent bien le modèle, avec d'autres personnes, ils vont échanger des temps pour faire une exploration, pour sortir justement de leur jugement habituel et développer un regard empathique sur une situation qui les préoccupe. Alors, il y a des façons à l'infini. Il y a des gens qui sont dans des groupes de pratique même pour essayer des dialogues qui savent qu'ils vont être difficiles. Il y a plein de façons de garder ça vivant, mais ça prend un désir
ardent, je dirais, un désir ardent et des méthodes très, très, très concrètes, pragmatiques pour garder sa conscience à ce niveau-là, parce que sinon, les vieilles habitudes de pensée reviennent très rapidement. À la manière des vieilles pantoufles. Ah oui, quel confort! Même malgré le désagrément, hein, quel confort que le connu. Tout à fait. Vous avez parlé d'empathie, de regard empathique. En quoi cette empathie-là est je dirais pas une solution, mais une façon ou un élément sur lequel miser quand on est en conflit? Pour moi, ça me ramène un peu à ce qu'on disait un peu plus tôt. Ça nous ramène à retrouver l'humain en soi et en l'autre personne. Vraiment, je vous dirais, là, ce qui m'aide, moi, à changer le focus de mon regard, au lieu d'avoir un regard pointu qui cherche la faute, l'argument, le truc, d'élargir mon regard et de voir un être humain qui fait de son mieux devant moi et de me reconnaître, moi, comme un être humain qui fait de son mieux. Et là, il y a toute une charge qui descend. Et je peux vraiment, même dans des zones de conflit, juste m'émerveiller de cette condition-là d'être des êtres humains qui pataugeons, qui faisons de notre mieux avec ce qu'on a reçu comme bagage et qui fondamentalement veulent connecter ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, on est fait pour ça. On est fait pour la rencontre. On est fait pour connecter, pour être ensemble, pour être touchés les uns par les autres, être touchés par nous-mêmes. Et c'est là pour moi l'empathie, c'est cette assiette dans laquelle on peut se déposer pour vivre ce qui se passe complètement autrement de nos habitudes, en fait. Oui. Dans nos habitudes, je voudrais peut-être revenir aussi sur un élément qui m'a toujours préoccupée, c'est-à-dire que quand on est en communication non violente et qu'on vient dire à la personne, voici, c'est mes besoins, ou reconnaître personnellement ses besoins, ses émotions. Vous l'avez bien dit au début, quand on est en milieu de travail, puis on est plutôt à tenter de camoufler, de pas montrer ses émotions, parce que quand on devient émotive, on n'est plus crédible. Et donc, mais on doit faire un premier pas. Hein? Un premier pas où on va montrer ces émotions-là, on va révéler notre fragilité à quelque part ou notre vulnérabilité. Et surtout en milieu de travail, mais ou dans d'autres milieux où il y a des conflits, il reste que on se rend vulnérable jusqu'à un certain point. Il y a un risque à ça. Il y a un risque, il y a une... je dirais, comme je le vois, il y a un risque de se faire rentrer dedans, etc. Alors, comment on peut avoir cette force-là de montrer sa fragilité pour pouvoir avancer dans le dénouement d'une conversation difficile ou d'un conflit? J'aime beaucoup la question, Anne-Marie. J'aime beaucoup la question parce que c'est aussi une question classique. Et en même temps, pour moi, ça me donne cette occasion de vous parler de ce paradoxe de la vulnérabilité, comme on la vit comme être humain. Et surtout dans une période de transition où on essaye de faire les choses différemment. Il y a une très grande vulnérabilité facilement là-dedans. Et le paradoxe, pour moi, il est là. Il est dans, effectivement, je vous montre quelque chose de nu. Je vous montre quelque chose de fondamental, quelque chose d'extrêmement précieux pour moi. Alors, c'est sûr qu'il y a une peur à ça. Et d'un autre côté, quand moi, je suis liée, vraiment liée, à ce qui est fondamentalement important pour moi. Je suis invulnérable. Je suis intouchable. J'ai beaucoup cette phrase depuis quelques années dans ma tête, même moi quand je me sens vraiment bouleversée par ce qui se passe, juste de me rappeler que ce qui est fondamentalement vrai ne peut pas être démoli. Ce qui est fondamentalement vrai pour vous. Oui. Parce que c'est pas la même vérité pour chaque personne. Absolument. Mais moi, quand je suis dans vous parler d'à quel point j'aspire à vivre, par exemple, dans un milieu de travail où il y a du respect pour les opinions de toutes les personnes, il y a une force en moi. Je veux pouvoir justement cultiver ce rapport-là à mes propres besoins qui me donne une force et une inspiration et une énergie et même une créativité sans limite. Et oui, en même temps, d'un autre côté, même quand je serai dans cette force, j'espère que vous allez recevoir le cadeau
il se peut que vous ne le receviez pas. Il se peut que je me fasse revirer de bord, comme on dit. Ça se peut. C'est vrai que ça se peut. Et en même temps, à risque pour risque, qu'est-ce que je risque aussi si je ne vous dis pas ce qui m'habite? Je pense que le risque, pour l'avoir vécu, je risque de m'éteindre à petit feu. Et pour moi, ce risque-là est beaucoup plus grand à long terme que le risque que vous n'acceptiez pas ce que je vous amène. Et mon expérience, c'est que peu de gens choisissent de ne pas répondre sensiblement à ça. Est-ce que je vais faire ça tout le temps avec tout le monde? Non. Je vais le faire quand ça va être très important. Effectivement, je vais le faire quand je pense que il y a modérément des chances que ça soit entendu, que ça soit reçu, effectivement. Mais il y a aussi des moments où ça me dérange pas que ça soit pas reçu, parce que moi, s'il y a pas de place pour ça, je resterai pas ici. Moi, je me fais violence à rester dans un milieu où on peut pas vivre certaines valeurs. Alors, il y a tout ça. Il y a aussi une très, très, très grande force intérieure d'être lié à ce qui est fondamentalement important pour moi. Et je pense qu'il y a un risque tout aussi grand de ne pas le dire. Et ça dépend quelle importance ça a pour nous. Il y a des gens qui vont au boulot juste pour gagner leur vie, puis avoir un chèque, puis leur vie, leur passion est pas là. Est-ce que c'est grave? C'est pas grave. Mais je veux vous dire que pour des personnes où votre travail est lié à vos valeurs, ça devient très important d'être dans son intégrité dans le sens d'être entier, d'être tout là. Les parties de nous qu'on coupe pour être dans un milieu ou dans un autre souffrent de cette coupure. Et toutes nos relations souffrent de ça. Il y a une partie de moi qui n'est pas là. Alors, comment on fait pour vivre cette intégrité-là, vivre plus de nous dans plus de situations? Bien, ça se fait petit à petit et éventuellement, il y a un point de non-retour. Je ne voudrais pas retourner au mode de vie que j'ai eu avant, jamais. Puis les gens qui ont décidé d'avancer vers ce cheminement-là d'authenticité, il n'y a pas grand monde qui retournerait à 6 mois, 6 ans, 10 ans en arrière. C'est insupportable juste de voir toute la magouille, même je dirais énergétique, et la magouille relationnelle qu'on mettait pour pas être là complètement. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a, oui, une révélation de vulnérabilité ou d'humanité, je dirais, mais il y a aussi une très grande responsabilité de ce qu'on est et d'assumer qui on est pleinement. Absolument. Absolument. Puis je pense que l'autre côté de ça, Anne-Marie, c'est d'être capable de vous exprimer ce qui est très important pour moi et aussi d'accepter qu'il se peut que je fasse le deuil de certains milieux ou de certaines relations où on ne partage pas du tout les mêmes valeurs ou les mêmes priorisations ou les mêmes façons de faire. Il se peut que... c'est drôle, j'ai certains milieux de travail que j'ai connus en tête. Il y a des milieux de travail où personne n'a vraiment son bureau. Tout le monde travaille sur des espaces communs où, dans mon langage à moi, là, c'est un peu le bordel tout partout. Moi, je ne serais pas capable. Il y a une place où, moi, j'ai besoin d'un certain espace, j'ai besoin d'une bulle pour pouvoir créer, pour pouvoir ressaisir mon énergie, focaliser ma pensée. Je ne serais pas capable de travailler dans certains milieux. Il y a d'autres milieux où le niveau de relation, par exemple, est très, très bas selon mes standards à moi. Moi, j'ai toujours démarré des entreprises avec des gens qui étaient mes meilleurs amis, Alors, j'ai toujours eu des relations très, 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 très fortes dans mes milieux de travail. Et quand je suis atterrie dans différents milieux où il y en avait très peu, j'ai pas été capable de rester. Je suis pas à bonne place. Et d'exiger, je peux l'amener, je peux faire une invitation, mais s'il n'y a pas de réponse, éventuellement, je dois prendre la responsabilité pour ce qui est vrai pour moi, ce qui est très important pour moi, ou créer un autre milieu ou changer de milieu. Ouais. Donc, on est parti d'une communication non violente, consciente, responsabilisante, affirmative de notre humanité. Je pense qu'on a un mandat très long, très lourd, très, très chargé. J'aimerais ça qu'on se rappelle du livre que vous avez cité, peut-être juste pour se donner des pistes de continuer le livre de Thomas d'Assembourg, qui est « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Il y a des livres de M. Rosenberg aussi, de Marshall Rosenberg. Les mots sont des murs ou des fenêtres ou des murs, voilà, effectivement. Voilà. Il y en a un autre aussi, un petit livre ludique qui est sorti il y a quelques années, pas quelques années, je dirais peut-être quelques mois, quand
Quand la girafe danse avec le chacal, qui est très drôle aussi, qui est facile à lire, puis qui couvre bien là, la matière, si on veut, là, de la communication non violente, l'esprit de la communication non violente. Et vous aussi, Valérie, vous donnez des ateliers, des présentations d'une journée, pas d'une journée, d'une soirée, qui s'en viennent sur votre site Spiralis. On peut les trouver. Oui, effectivement, sur spiralis.ca, on fait des soirées découvertes une fois par mois, juste pour venir prendre le pouls un peu de tout ça. Et en terminant, je voudrais remercier Guy Lafrance qui est à la technique, Hélène Provost qui est à la réalisation et Louis Lesage à la coordination. Je vous remercie pour ce beau moment passé avec vous. Je remercie Valérie qui a accepté de se joindre à moi et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre volet de l'émission Foi et Turbulence. Merci Anne-Marie.